Merci à vous, Romain Zerbib, d'être avec nous, enseignant-chercheur en stratégie au LARA ICD Business School, chercheur associé à l'ESSEC, à la chaire d'innovation managériale et d'excellence opérationnelle. On parle de dictature du compromis. Dans le management aussi, il y en a. Et les managers sont face à des phénomènes de mode. Alors j'ai envie de dire sur mesure, prêt à porter, même peut-être haute couture. Merci de nous éclairer sur ces sujets-là, d'autant que vous avez fait une thèse de doctorat sur les phénomènes de mode en management. Oui. D'abord, merci à tous pour cette invitation. Merci Roger, merci à tous. Je suis très honoré de présenter mes travaux aujourd'hui. Alors en fait, mes recherches, effectivement, elles se consacrent sur les dynamiques de diffusion et d'adoption des pratiques de gestion au sein des organisations. Donc je cherche à comprendre les modalités d'innovation en passant par tout ce qui fait blocage et en particulier les logiques de conformisme. Alors, il me semble que j'ai l'opportunité de présenter mes travaux aujourd'hui, puisque ça résonne aussi avec les logiques de compromis et de dictature, de diktat. En fait, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui rapidement, c'est l'état des travaux sur les raisons qui conduisent les entreprises à souvent se comporter de façon trop analogue et essayer de mieux comprendre pourquoi elles rencontrent des difficultés à réellement changer de paradigme, à faire un pas de côté. Alors, d'abord, je voudrais commencer par dire que, au fond, on a tous déjà assisté à un séminaire, une réunion, où la plupart des managers revendiquaient le recours au même dispositif de gestion. Et parmi ces dispositifs dont on entend aujourd'hui beaucoup parler, il y a notamment le bonheur au travail, l'entreprise libérée, le flex office. Et on le voit régulièrement, un nouveau dispositif s'impose de façon provisoire comme étant la nouvelle norme de gestion à suivre. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que de nombreux managers adoptent au même moment le même dispositif de gestion alors qu'ils évoluent au sein d'organisations différentes, soumis à des logiques distinctes? Et c'est au fond la question cruciale que pose la théorie des modes managériales. La théorie des modes managériales, c'est une théorie qui est née au milieu des années 80. C'est une théorie très, très intéressante. Elle est née sous la plume de Christoph Midler, qui est un professeur de Polytechnique, avec la publication d'un article intitulé « La logique de la mode ». Et il sera suivi quelques années plus tard par d'autres auteurs comme Eric Abramson ou encore Alfred Kaiser. Et en fait, la théorie des modes managériales, elle est issue d'un ensemble d'observations pour le moins étonnantes. C'est qu'on se rend compte que les pratiques de gestion, elles suivent un cycle de vie de plus en plus court, qui est lui-même marqué par des pics de popularité de plus en plus élevés. Et parmi ces phénomènes, on a par exemple le cas du management par la qualité totale. Dans les années 80, on a constaté que la quasi-totalité des 500 plus grandes firmes mondiales avaient adopté une logique de qualité par le management de la qualité totale, et que 3 ans plus tard, 80% d'entre elles avaient abandonné ces pratiques au profit d'un autre dispositif qui était jugé plus satisfaisant. Et en fait, ce qui est très intéressant, on va voir, c'est que les théoriciens des modes managériales, ils ne rejettent pas du tout l'idée selon laquelle une pratique de gestion se diffuse sur le marché parce qu'elle est efficace. Mais ils constatent seulement qu'il y a au moins 3 facteurs explicatifs qui permettent de comprendre le comportement des organisations. La première explication, évidemment, c'est l'attraction de l'outil. Les pratiques les plus tendances sur le marché, celles qu'on a le plus tendance à adopter, elles sont généralement présentées comme étant simples, modernes, efficaces et rationnelles. Simples tout d'abord parce que les managers manquent de temps, et ils adopteraient en conséquence des pratiques appuyées sur un mode d'emploi standardisé, et ce, avec l'exigence de résultats rapides. Moderne, ensuite, parce que les managers sont en quête de solutions nouvelles, de procédés inédits pour muscler leur performance et pour doubler la concurrence. Rationnel également parce que les managers vont privilégier des pratiques qui reposent sur des théories et des concepts en apparence scientifiques, en raison notamment de l'hyper-autorité des chiffres et des mesures au sein des organisations. Et certifié enfin parce que les managers tendent à suivre les avis des experts et à suivre également le comportement
des entreprises leaders. Et en fait, on se rend compte d'abord que les pratiques de gestion qui répondent à ces 4 critères auraient en conséquence plus de chances de devenir un jour une tendance sur le marché. La deuxième explication qui permet de comprendre pourquoi les organisations convergent souvent ensemble sur les mêmes pratiques, c'est la persuasion. Et là, c'est très intéressant. Eric Abramson, qui est un chercheur américain, souligne que les modes n'émergent pas spontanément, mais qu'une communauté d'acteurs composée de médias, d'académiques, de consultants va venir favoriser son émergence sur le marché. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'Eric Abramson précise que ce procédé ne procède nullement d'une volonté collective d'imposer, d'implanter un nouveau dispositif sur le marché, mais tout simplement du fait que chacun va revendiquer l'usage d'une pratique pour renforcer sa position. Par exemple, un média va évoquer une nouvelle pratique de gestion pour renforcer son audience. Un enseignant va mobiliser une nouvelle pratique pour souligner la modernité de sa formation. Un chercheur pour multiplier les opportunités de publication. Et un consultant pour démontrer qu'il s'appuie sur les dernières pratiques en vigueur. Et au final, l'ensemble de ces comportements individuels va favoriser l'émergence d'un consensus qui va placer à un instant T la pratique comme étant un symbole de performance. Donc la persuasion, c'est le deuxième critère qui permet de bien comprendre pourquoi, généralement, quand on dirige une entreprise, on a tendance à converger sur des pratiques analogues à nos concurrents. Et la troisième raison, évidemment, c'est l'imitation. Les dirigeants les plus réputés auraient en effet tendance, notamment pour se distinguer, à adhérer très tôt aux nouvelles pratiques de gestion. Et le désir d'être associé à cette élite va en conséquence inciter tout un ensemble de managers à imiter ce comportement. Alors, les premiers adoptants vont en conséquence perdre le prestige qui est associé à l'exclusivité de cette pratique et ils vont se tourner de façon ponctuelle vers une nouvelle approche, moins répandue, pour réaffirmer leur individualité. Autrement dit, quand des organisations peu connues ou réputées pour être peu innovantes adoptent une nouvelle pratique, les entreprises leaders et progressistes s'apprêtent à l'abandonner. D'où la succession sans fin des modes managériales. Donc la théorie des modes managériales, elle est très intéressante, notamment parce qu'elle nous amène à nuancer l'explication selon laquelle seule la performance d'un outil, d'un dispositif de gestion, d'une pratique de management permettrait d'expliquer sa diffusion. Il est en conséquence envisageable, naturellement, qu'une pratique soit massivement promue sans qu'elle soit pour autant favorable pour notre organisation. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'au stade de cette analyse, on peut être tenté de penser que la plupart des managers sont des fashion victimes. Et les managers, pour beaucoup, succombent, on le voit, volontiers à ces nouvelles tendances, y compris quand elles ne sont pas souhaitables pour leur entreprise, y compris quand elles ne sont pas précisément adaptées à la spécificité de leur organisation. En revanche, ce qu'on sous-estime souvent, c'est à quel point ces comportements moutonniers sont également le produit de calculs stratégiques. Il y a 2 chercheurs que j'apprécie beaucoup, Baristo et Lisa Epstein, qui observent qu'en effet, les managers, loin d'être des fashion victimes, instrumentalisent à leur profit les phénomènes de mode. Et on verra que ça va nourrir nos réflexions sur les logiques de compromis, etc., parce qu'il y a des jeux d'acteurs qui se saisissent des phénomènes aussi de conformisme. Et la littérature scientifique, elle retient au moins 4 avantages concrets qu'un manager peut tirer du fait de prendre le train en marche, de s'inscrire dans une logique conformiste. Le premier avantage qu'un manager peut tirer de s'inscrire dans une démarche conformiste et non pas innovante, d'abord, c'est améliorer sa position. Eric Abramson, dans une étude intitulée Management Fashion, a démontré que le fait d'adopter une pratique à la mode augmente la rémunération d'un manager.
Ça augmente sa possibilité d'ascension au sein de l'organisation. Il a démontré que le fait de ne pas adopter une pratique à la mode peut exclure. Si vous n'avez pas le wording de la modernité, vous pouvez passer comme pour quelqu'un qui ne se saisit pas des pratiques les plus récentes, les plus efficaces pour surmonter les problèmes en vigueur. Donc c'est concret. Un collaborateur qui ne s'inscrit pas dans cette dynamique conformiste-là a généralement moins de probabilité d'augmenter son salaire, d'assurer son ascension, et il peut être marginalisé. Voilà pourquoi de nombreux managers, tout d'abord, tendent à adopter une mode. La deuxième raison, c'est rassurer les parties prenantes. Une étude menée par Baristo et Lisa Epstein révèle que les actionnaires se montrent plus enclins à pérenniser leurs investissements dès lors que les managers donnent le sentiment de recourir à des pratiques à la mode. Ce qui est donc vrai pour les managers l'est également pour les entreprises. Les organisations qui suivent les modes managériales sont en effet évaluées de façon plus positive et plus clémente par leur environnement. La troisième raison qui permet de comprendre ces phénomènes conformistes au sein des marchés, c'est faciliter le management. John Gill et Sue Whittle, dans Management by Panacea, n'ont quant à eux qu'une mode managériale favorise l'engagement des collaborateurs autour d'une vision commune. Une trajectoire dans l'air du temps, mainstream, qui plus est promue par plusieurs experts, a plus de chances d'être validée par un comité de direction. A contrario, une vision originale et personnelle, ça implique du leadership, ça implique de l'habileté politique, non seulement pour être validée, mais en plus pour être soutenue en interne. Et force de reconnaître que tous les managers n'ont pas ces compétences, n'ont pas ces facultés, et c'est pourquoi ils ont tendance à se laisser séduire par le prêt à l'emploi. Et l'avantage numéro 4, limiter les risques. Usinski, dans Explaining the Succession of Management Fads, signale enfin que l'adoption d'une mode managériale agit en qualité d'assurance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un manager qui a opté pour une pratique qui se révélerait au final décevante, qui ne produirait pas de résultats, il pourra toujours invoquer l'engouement généralisé. Il pourra invoquer la responsabilité des experts qui l'ont approuvé. À l'inverse, le fait de délaisser une pratique unanimement promue constitue un risque. Si le HBR et d'autres vous indiquent que cette pratique est efficace et que vous décidez de ne pas l'employer, vous prenez un risque. Qui plus est, si à la place, vous mettez en place des dispositifs fondés sur une vision personnelle. Le cas échéant, c'est vous qui serez coupable. En résumé, ces 4 études témoignent que le comportement de nombreux managers est principalement dicté par des questions de légitimité interne et externe. Ainsi, dès lors qu'une mode managériale apparaît en mesure de soutenir leur intérêt, eh bien les managers tendent à l'adopter. Les pratiques en vogue deviennent dès lors des leviers d'ascension, et ce, qu'elles soient efficaces ou non. Une mode managériale a en effet l'avantage de livrer clé en main une vision stratégique, une liste concrète des actions à mener et un moteur fédérateur autour du cap fixé. Donc pour le manager, on comprend la tentation. Et maintenant, on va essayer de voir pourquoi, malgré tous ces avantages, malgré tous ces privilèges, malgré toutes ces tentations, il faut résister au phénomène de mode et tenter, autant que faire se peut, de résister au mainstream et au conformisme managérial. Il y a au moins 4 bonnes raisons. La première raison, c'est de rester concentré sur ses objectifs. Succomber aux sirènes de la mode, c'est d'abord prendre le risque de dilapider un temps précieux dans le déploiement d'une solution séduisante, certes, mais qui ne répond que trop partiellement au véritable enjeu de notre organisation. Quand on songe réellement à notre liste des tâches trimestrielles, est-ce qu'elle a réellement quelque chose à voir avec cette pratique qui est tant vantée sur les médias sociaux? Donc qu'il s'agisse de mettre en place des réunions en marchant, des espaces cosy de méditation ou encore des salles de luminothérapie, si les solutions en vogue ne correspondent pas à nos besoins, il faut les laisser passer, y compris
si elles sont promues par d'éminents experts. La deuxième raison qui doit nous laisser froid par rapport au phénomène de mode, c'est d'abord que le fait qu'une pratique soit prisée par le marché ne constitue pas un gage de qualité. On l'a dit, il y a des théoriciens comme Christophe Midler ou encore Eric Abramson qui ont parfaitement décrit la dynamique qui va conduire un ensemble d'acteurs hétérogènes à converger de façon éphémère sur un même dispositif. Et ces raisons, ces mobiles qui fabriquent ce consensus, ils s'expliquent d'abord par des facteurs cosmétiques. On l'a dit, un professeur, il va opter pour une solution didactique parce qu'elle est commode à enseigner, qu'auprès des étudiants, ça donne le sentiment qu'il est moderne, à la pointe. Un manager, il va privilégier une feuille de route prémâchée. Un média, il va privilégier des nouveautés créatrices d'audience. Et tous vont converger autour d'un dispositif qui va être validé par une institution de prestige. En revanche, il n'y a absolument aucune étude scientifique qui permet de démontrer que la pratique qui est élue par le marché est la plus efficace. Par exemple, il y a une étude qui a été menée par 2 chercheurs de Harvard qui a démontré que les open space réduisaient de 70% les échanges entre collaborateurs. Or, il s'agissait pourtant ici d'une formule d'aménagement on ne peut plus consensuelle, massivement recommandée pour favoriser le relationnel. Ça, c'était le deuxième point. Oui. Troisième point. Le troisième point, donc, en tout cas, il y a de très nombreux exemples qui témoignent que la popularité d'une pratique ne nous informe pas sur son efficacité. Le troisième point, il est banal, mais il faut le dire, c'est que c'est le manager qui détient les clés. Un dirigeant, un manager, il connaît parfaitement son organisation, ses contradictions, son histoire. Il connaît parfaitement les ressources, temps, compétences et l'attitude réelle dont il dispose en fonction de la culture d'entreprise, en fonction des contraintes politiques internes. Donc intégrer de but en blanc une solution externe supposément capable de produire partout les mêmes effets est un leurre. Le succès des modes managériales repose en effet sur le principe qu'on peut réussir en imitant les meilleures entreprises. Or, il n'y a pas de problème identique, tout simplement parce que toutes les entreprises, y compris les plus performantes, sont uniques. Les stratégies qui fonctionnent ou qui ont fonctionné pour les unes ne sont pas automatiquement vouées à fonctionner pour les autres, qui plus est sur un autre marché et à une autre période. En conséquence, la meilleure réponse ne peut venir que d'un savant mélange d'inspiration et d'expérience adapté à l'environnement du manager, à l'environnement du dirigeant. Mais nullement, évidemment, d'une recette supposément miraculeuse qui, de toute façon, et ça c'est le propre des modes, sera bientôt remise en cause, et avec quelle violence. Et la dernière raison, la raison numéro 4, c'est marquer sa différence. Un leader, c'est avant tout un homme ou une femme courageuse qui possède une vision personnelle et une capacité à engager les autres parties prenantes. Il ne se contente pas de faire du copier-coller pour mener une stratégie indifférenciée, peu enthousiasmante et, à terme, non performante. Renforcer l'efficacité d'une organisation, ça exige plus que jamais de se réinventer à chaque instant. Or, privilégier une approche clé en main à une démarche personnelle est sans doute illusoire. Il importe en effet d'observer qu'en dépit des multiples avantages qu'il revêt, le conformisme exclut toute forme de rupture à l'égard des normes en vigueur. Or, rompre avec les codes, inventer des solutions nouvelles, s'adapter continuellement à travers un management sur mesure, personnel, restera une exigence incontournable pour devenir et demeurer leader sur le marché. Merci Romain Zerbib, on peut vous applaudir. Merci infiniment.